Europe 1, Pascal Praud et vous. Pour nous prendre Verdun et contracter l'emprunt dans leur pays bloqué et craignant la famine. Alors ça, je ne connais pas en revanche, Fabrice Lafitte. Marcelli, un chanteur de l'époque avec qui ne passeront pas. Marcelli, Oui. ça c'est un enregistrement qui a... Ah, c'est d'époque, je suis allé dans le grenier chercher les vieux 78 tours aujourd'hui. Celle-ci, Olivier la connaissait justement. Oui, il danse dessus. On entend ça sur la terrasse de... Je trouve ça formidable. Moi, j'écoute ça, j'ai l'impression, peut-être qu'on est réincarné, vous savez, qu'on a vécu cette période-là, on ne sait pas. Et il faut dire que ça a traumatisé toute une génération. Mon arrière-grand-père, au moment où il meurt et où il est dans ses derniers délires, mon grand-père me raconte, il faisait l'appel aux morts. Il faisait l'appel aux morts sur son lit de mort. Il faisait l'appel aux morts de tous ses camarades tombés et qui ne répondent, tombés à Verdun ou au Chemin des Dames. Mais ce qui est intéressant, Richard Millet, pour finir tout à fait, et puis on sera avec Nicolas également, c'est que pourquoi c'est un traumatisme ? Parce que certains expliquent le déclin de la France précisément parce qu'en 14, tous les meilleurs sont morts. C'est-à-dire qu'il y a 1 500 000 morts et beaucoup de polytechniciens, beaucoup de ceux qui étaient au sommet du savoir, etc. Bien sûr. Et certains expliquent 40, c'est une explication qui court parfois et qui est une grille de lecture du déclin français. On en pense démographiquement, je pense que la France s'en est pas relevée, en tout cas. Ça n'est pas relevé. 1,4 million. Colossal. Et tous les hommes, évidemment, sont partis, beaucoup d'hommes sont partis, et ceux qui sont revenus, ce qu'on sait assez peu, dans les tranchées, pour tenir, les hommes buvaient entre 6 et 8 litres de vin par jour. Oui. Et effectivement, ceux qui sont revenus, parfois, pas tous, étaient dans un degré d'alcoolisme très important, avec les effets de l'alcoolisme, notamment dans les couples. Donc c'est quelque chose qui n'est... Il y a peu de littérature là-dessus, parce qu'à l'époque, on écrivait assez peu là-dessus. Et on n'en parlait pas. Bon, et on n'en bien parlait sûr, pas. On n'en parlait pas. Tabou. Mais tout cela a créé des traumatismes, évidemment, dans la société française. J'espère que je ne dis pas de bêtises, Nicolas, qui est professeur d'histoire. Sur les 6 à 8 litres de vin dans les tranchées bu par les j'allais dire les troufions, par ceux qui souffraient au quotidien. Les poilus. Et c'était bien meilleur que la pisse de singe qu'on leur servait, c'était le nom du café, par exemple. Ou le Kartoffelbrot, le caca, qu'on l'appelait aussi. Ouais, mais oui, les chansons que vous avez fait écouter, moi, c'est mon premier matériel quand j'étudie la Grande Guerre avec mes élèves. Je leur fais écouter la Strasbourgeoise, le Régiment de Sambre-et-Meuse, le Verdun ne passe pas, la chanson de Craonne, le Verdun ne passe pas, bien sûr, la Madelon, et aussi la Madelon de la Victoire, qui est une réponse à la première chanson de la Madelon. Et elle nous renseigne vraiment sur le train de vie des poilus, sur leurs considérations, sur leur peur, mais aussi sur leur bravoure. Extraordinaire. Là, vous faisiez passer tout à l'heure Madame Vautrin, j'ai tendance à lui répondre, si on veut être craint, il faut avoir quelque chose à défendre aussi. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a cette conscience qu'on a une nation à protéger, qui est forte de ses valeurs, de son histoire, et est-ce que nous serions prêts à la protéger comme les poilus en 14 ? Je peux me poser des questions. En même temps, convenez que tous ces poilus qu'on a emmenés au front, les chefs ont fait n'importe quoi. Entièrement. Mais ils auraient fait n'importe quoi, je pense pas que ça aurait duré aussi longtemps. Et il y a un héroïsme et peut-être aussi une forme de consentement à cette brutalité à un moment donné. Comment est-ce que des soldats ont pu consentir à un tel degré de violence et une boucherie telle qu'on ne l'a jamais vue, telle qu'on ne le reverra plus? Mais parce on que est passé par-dessus le parapet aussi, Oui, mais parce que l'époque était différente, parce qu'il y avait sans doute moins de culture, moins de réflexion chez beaucoup de jeunes gens qui arrivaient dans les campagnes et qui obéissaient au doigt et à l'œil à une forme d'autorité telle qu'elle était mise en place. C'est une explication évidemment possible. Les soldats savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, et quand on lit les lettres de poilus, il y a une forme de lucidité, de conscience, de résiliation aussi par rapport à ce qu'on leur demande. Vous savez, la Vendée, j'en parlais tout à l'heure, il y a aussi le 137e régiment d'infanterie qui est resté dans l'histoire, parce que c'est le régiment de Vendéens qui est tombé dans la tranchée des baïonnettes. Avec cette baïonnette dressée dans les tranchées à Verdun, il y a une légende derrière. Mais la Vendée est rentrée pleinement dans cette histoire-là, et dans ce mythe de la Grande Guerre. Eh bien, écoutez, je vais vérifier, mais je crois que le 137e régiment, disiez-vous, oui. il me semble que c'est celui-là qui concerne
La tranchée des baïonnettes. Exactement, et qui peut concerner une part de la famille des Vendéens. Il y a également le 174e RI. Celui-là, vous le connaissez? Le 137e, oui, vous avez écouté, c'est extraordinaire ce que vous dites, parce que dans la lettre que j'ai sous les yeux d'un archiviste qui m'avait contacté pour me raconter l'histoire de ma famille, il me dit: Pierre-Eugène Henri Pro sera tué vers l'abri 320 le même jour, à peu de distance de là. Son frère Pierre-Édouard, âgé de 23 ans, soldat au 137e RI, trouvera la mort près de la ferme de Thiaumont. Vous voyez. Donc, vous savez, quand vous allez au Puy du Fou, quand vous allez voir le spectacle des Amoureux de Verdun, il y a un nombre qui est inscrit dans la tranchée, justement, que l'on parcourt, c'est le 137e régiment d'infanterie. Donc vous voyez comment on peut rendre populaire cette histoire et la faire notre. Exactement. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Et je sais que vous êtes professeur d'histoire en Vendée. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui du 107e anniversaire, commémoration de la fin de la guerre 14-18.